Ça y est, nous sommes en ligne. On va pouvoir commencer notre After Work webinaire tous ensemble. Il s'adresse à tous les passionnés de voyage, à tous ceux qui aimeraient créer un blog, à tous ceux qui sont blogueurs eux-mêmes ou des entreprises du secteur du tourisme. Je sais qu'on attend notamment des chambres d'hôtes, des entreprises plutôt d'hébergement, des comparateurs. Voilà, vous êtes tous invités. Que vous soyez en plus de Paris, de Copenhague ou encore de Madrid, Barcelone, Bruxelles. Je sais qu'on est un peu connectés de partout. Donc ça va être vraiment sympa de pouvoir donner un peu tous nos avis sur ce confinement, comment va se passer le futur du tourisme. Donc du coup, cet événement, ce sera un after work parce qu'on le veut informel, on le veut à notre image, dynamique, jeune, pour pouvoir échanger tous ensemble, mais aussi avec un côté webinaire qui me semble important parce que on aimerait que, au final, tout le monde puisse en apprendre sur le tourisme de demain, sur le fonctionnement des blogueurs, des Instagrammeurs, mais aussi des entreprises du tourisme avec qui, au final, on collabore tous, que qu'on soit voyageurs ou blogueurs. Donc, alors, je vais vous présenter nos trois invités ce soir. Nous avons Fabienne et Benoît, alors deux Suisses, connectés de leur montagne suisse en plus, qui nous font le plaisir d'être là. Ils se sont construits eux-mêmes en partant de zéro, en lâchant leur travail pour pouvoir se dédier à leur passion. Et depuis, ils sont nomades. Et c'est justement un peu ce qui nous intéresse ici, savoir un peu comment ils vivent aussi ce confinement qui, au final, change un peu de leur mode de vie. Et ils sont aussi, je tiens à le dire, auteurs, parce que ça agite une autre partie à leur palmarès, auteurs de 3 livres, Destination Tour du Monde, Randonnée bière en France et Via Alpina. Après, on va avoir Amandine et Benoît, les Love Trotters. Donc, les Love Trotters, ils nous font le privilège ce soir de parler avec nous, malgré que leur petite fille Anaï ne soit pas le centre de leur attention pendant une petite heure. Ils sont blogueurs, Instagrammeurs, on ne les présente plus non plus. Et enfin, Eric de Génération Voyage, qui est une entreprise qui écrit des guides sur des villes, mais aussi qui cherche à savoir un peu comment réagir à la situation à laquelle on fait tous face. Et je crois qu'on aura la chance d'avoir une petite annonce de sa part tout à l'heure, puisqu'il va certainement nous annoncer un nouveau projet pour son entreprise. Alors, comment ça va se passer un petit peu ce webinaire? Je vais leur poser des questions tour à tour, mais si vous êtes aussi curieux que moi, n'hésitez pas aussi à en mettre sur le chat, que j'essaierai de lire régulièrement et vos questions, j'y serai attentive avec tous mes camarades pour qu'on puisse y répondre tous. Alors, pour terminer cette petite introduction, 3 points sur lesquels nous allons un peu discuter. Le premier point, c'est voilà, comment vous vivez ce confinement? Quels étaient vos plans pour juste avant que le Covid arrive et qu'est-ce que ça a changé pour vous? Le deuxième point, c'est au final, quelles sont vos activités en ce moment, vous qui êtes un peu par Mons et par Hugo en général, voilà, qu'est-ce que vous faites en ce moment? Et la troisième partie sur laquelle aussi j'aimerais vraiment nous intéresser ce soir, c'est votre philosophie du voyage. Est-ce qu'elle a changé en 2 mois? Quelles sont vos prédictions pour l'avenir? Et si vous, votre pari, ce serait plutôt de reprendre les réservations dès maintenant ou pas? Donc, je vous laisse
dire quelques mots pour vous présenter, si vous voulez dire quelque chose à ceux qui nous regardent pour commencer. Fabienne et Benoît. Bonjour déjà, ça nous fait plaisir d'être là pour parler de voyage, confinement. On aurait bien parlé d'autres choses aussi, mais le confinement c'est la situation actuelle, donc voilà. Et puis, je sais pas, est-ce qu'on se présente vite fait? Il nous a bien présenté, Ouais, il nous a bien moi présenté. je trouve. Donc, on n'a pas beaucoup à rajouter. Donc ouais, on est blogueur, auteur, développeur web aussi un petit peu. Donc, et on est nomade. Donc d'habitude, on n'a pas tellement de domicile fixe, à part depuis 2-3 mois. Donc maintenant, on est confiné dans notre appartement suisse, qui est quand même un peu notre base quand on voyage un petit peu moins. Et voilà, on serait joueur aux questions. Voilà. Et puis, on n'est pas au courant des questions qu'on va recevoir, donc c'est plein de suspense pour aujourd'hui. Ouais. Donc voilà. Génial. Benoît et Amandine aussi. Benoît. Mais bonjour à tout le monde. Donc on est Amandine et Benoît. Donc on est blogueurs et on est également sur Instagram depuis 2015. Donc voilà, on voyage à la fois en Europe, en Asie, en France. Donc on est assez hétéroclite sur nos destinations et on partage ça avec notre communauté sur nos différents supports les réseaux sociaux. Voilà. Et pour compléter, oui, c'est pas notre activité principale. Ouais. On a chacun nos travails respectifs. Donc ça, on fait en plus quand on a un peu plus de temps. Sachant qu'aujourd'hui, on a un peu moins de temps avec la petite Anaë, mais on continue d'alimenter en termes de contenu et essayer d'animer les réseaux sociaux malgré cette période de confinement. Eric. Et bonjour, moi c'est Eric Jardin. Donc j'ai cofondé avec un ami à moi il y a 7 ans un petit blog voyage et au fur et à mesure on a développé ce blog voyage pour au final en faire plutôt un site d'information qui produit des guides voyage régulièrement. Donc aujourd'hui on a donc générationvoyage.fr qui compte environ 18 millions de visiteurs par an. Et sur lequel on a publié plus de 5000 articles. Et on est une petite équipe, on est 10 personnes à Montpellier. Voilà, en bref. Merci à tous pour ces premiers mots, votre présentation. Je pense que du coup, maintenant, tout le monde sait bien quelles sont vos caractéristiques. Donc, du coup, on va pouvoir passer aux questions. Comme promis, donc la première partie, ce serait plutôt avant le Covid, ou quand c'est arrivé en Europe, où est-ce que vous étiez, vous, et est-ce que ça a été facile de rentrer pour vous? Quelles sont les difficultés auxquelles vous avez fait face? Donc nous, juste avant le Covid, c'était pendant la période des salons du voyage, donc on avait prévu notamment de faire des salons à Paris et à Lyon. Et donc on s'est retrouvé à Paris quelques jours avant l'annonce d'Emmanuel Macron, donc ça devait être début mars. Et donc on s'est retrouvé avec notre stock de livres qu'on était aussi censé vendre pendant les salons à Paris, et finalement on a dû donc rentrer un petit peu en urgence avant que toutes les frontières se ferment, et voilà, donc c'est ça, toute cette période-là qui a été vraiment chamboulée pour nous. On avait aussi prévu de randonner en Bretagne en avril, donc du coup ça c'est aussi tombé à l'eau vu que tout était fermé, donc on est resté coincé en Suisse ensuite. Voilà, c'est un peu ça. Donc ça, c'est vraiment ce que ça a impliqué pour nous. Ouais, pour nous, c'est vraiment la saison des salons qui a été complètement annulée. En fait, il y a une série de salons qu'on fait en général au printemps, que ce soit pour la promotion des livres, enfin surtout pour les livres en fait. Ouais. Et c'est ça un peu le gros impact. C'était pendant le confinement, le début du confinement. Ouais, c'est ça. Mais après, c'est sûr qu'après, on en parlera certainement. C'est vrai que pour nous qui sommes nomades, du coup, c'est vrai que du coup, le confinement, enfin, d'être comme ça confiné chez nous, c'est quelque chose qui était arrivé depuis longtemps. Donc, en soi, ça a des avantages et des inconvénients. On a le temps de beaucoup travailler sur des choses qu'on avait plus fait depuis longtemps, et c'est finalement aussi pas si mal. Vous nous en raconterez un petit peu plus dans les prochaines questions. Du coup, les Love Trotters, vous, comment vous avez vécu, où est-ce que vous étiez
Alors, on était en région parisienne, là où on vit. On a pu partir quelques semaines avant à Séville, mais on était du coup en train de préparer le prochain voyage. On avait un partenariat pour aller en Martinique. Donc voilà, on était en train de préparer le voyage, les vêtements d'été notamment pour nous, Anaï, puis c'était vraiment la première année où on voyageait avec Anaï qui est là aujourd'hui à 9 mois. Donc voilà, on était vraiment dans l'organisation. Donc ça a mis un coup d'arrêt à ce projet-là, et puis au voyage qu'on avait aussi là prévu en mai. Et aussi, on avait des collaborations à venir avec des destinations qui ont du coup été stoppées à cause du Covid. Donc tous les projets qui étaient en cours sont en stand-by. Donc on va attendre la fin du Covid pour voir comment ça peut redémarrer et recontacter les différents partenaires sur le sujet. Alors Eric, juste avant de te passer la parole, j'aimerais rebondir sur une des réponses d'Amandine et Benoît qui disait qu'en fait leurs contrats à l'étranger ont été stoppés. Lequel vous regrettez le plus d'avoir remis? C'est une question pour nous? Pour nous, pour Eric? Oui, pour vous. Je voulais rebondir sur ce que vous disiez. La Martinique. Ouais, on était vraiment je crois, à 2-3 semaines du départ. Et on s'est posé la question vraiment au tout début où les gens mesuraient pas trop finalement l'impact et l'ampleur de la crise. Et on s'est dit, on va pas être égoïste, on va pas exporter le virus. Et puis bon, voilà, les mesures se sont très très vite enchaînées très rapidement. Donc tous les voyages, on n'a plus de questions à se poser. Et on voulait pas prendre le risque d'être bloqué aussi en Martinique. Voilà. Donc avec la petite, avec un bébé, c'est compliqué. Donc autant pas prendre de risques et reporter le voyage malgré tout. Bon, super. Je pense que ça pourra se refaire. C'est ça. Eric, dis-nous, où est-ce que tu étais? Est-ce que ça a été une nouvelle qui t'a vraiment modifié tes plans ou pas? En fait, ouais, ça a pas mal changé nos plans. Déjà, parce qu'au début du mois de mars, on devait faire l'ITB à Berlin, qui est un des plus gros, un des plus gros salons du voyage en Europe. Donc, je crois que c'est la veille. J'ai décidé de pas y aller. Et j'ai bien fait parce qu'ils ont tout annulé. Et j'avais même 2 salons d'affilée, Arrival et l'ITB. Donc déjà ça a été annulé. Et moi, j'habitais à Athènes depuis 1 an quand c'est arrivé. Parce que moi, j'aime bien voyager, mais en fait, j'aime bien être expatrié. J'aime bien passer beaucoup de temps dans les pays. Donc j'aime bien aller de pays en pays, donc je fais à chaque fois au moins 6 mois dans les pays. J'aime bien vivre à l'étranger, apprendre la langue, etc. Et donc du coup, je suis revenu là où, chez moi, à Montpellier, à ce moment-là. Et avec le confinement, j'ai pas eu le temps de trouver un appartement et j'ai logé chez quelqu'un que je connais qui est aussi entrepreneur dans le tourisme, qui a une boîte qui s'appelle sportium.com. Et du coup, on s'est retrouvé à 2 entrepreneurs du tourisme pendant 2 mois. D'ailleurs, il a 2 enfants en plus, donc c'était assez marrant. Et donc, du coup, ça a fait un confinement assez intéressant pour le coup. Ça nous a permis de pas nous morfondre chacun de notre côté. Mais voilà, je suis toujours sans domicile fixe, mais ça va pas tarder à se régler normalement. Donc là, en fait, pour ceux qui nous rejoignent, comme les cœurs voyageurs ou Olivia, on a la chance d'accueillir ce soir 3 grands voyageurs, dont Fabienne et Benoît et Eric, qui sont au final un peu des voyageurs nomades, qui ont dû justement changer leur plan par rapport à cette annonce de confinement, mais qui vont rebondir. Et ça, on va le voir avec les prochaines questions, parce qu'on va aborder en fait la deuxième partie qui sera pendant le confinement. Comment ça se passe pour vous? Où est-ce que vous auriez aimé le faire, par exemple, ce confinement? Benoît et Amandine nous ont dit qu'ils n'auraient pas forcément aimé le faire en Martinique pour plusieurs raisons.
Mais voilà, ma question maintenant, c'est sur quoi vous vous concentrez pendant ce confinement, qui, je l'espère, est en voie de déconfinement plutôt. Est-ce que vous vous concentrez sur la création ou l'amélioration de contenu, par exemple, ou est-ce que vous vous formez? Fabienne et Benoît? Alors, création de nouveaux contenus, un petit peu moins, parce qu'on bouge moins aussi, et on était assez à jour, on va dire, sur les contenus. Par contre, on a fait un gros travail de remise à jour de nos contenus. On a plusieurs e-books aussi qu'on avait, enfin, on a un e-book sur le tour du monde qu'on est en train de refaire, on a créé l'e-book sur la vie Alpina. On a plutôt travaillé, en fait, des choses de fond, on pourrait dire, des trucs qu'on avait poussé pas mal avant aussi. Bah, par exemple, on a beaucoup travaillé sur on a traduit notre site l'année passée. Donc, on a aussi implémenté des choses techniques comme faire en sorte que le site il soit rapide partout dans le monde en mettant des choses en place comme des CDN. Ou, aussi travailler sur ce côté-là du blog qui est souvent les gens ils se rendent pas tellement compte, mais c'est des choses qui nous occupe beaucoup de temps. On a aussi travaillé pas mal sur la newsletter, sur du marketing un petit peu caché comme ça, qui se voit beaucoup moins, mais qui pour nous est très très important et de qualité. On essaye de faire ces choses-là qui prennent du temps à mettre en place et puis qu'on n'avait pas vraiment eu le temps de mettre avant en place. Donc ça, c'est cool pour ça. Franchement, on est content d'avoir mis ces choses à plat et puis du coup, peut-être que quand on pourra de nouveau bouger, on sera vraiment à jour. Oui, donc en fait, ça a été une belle opportunité pour vous. Les Lovetrotters, est-ce que vous pensez pareil? Nous, on a un petit peu moins de temps dans la mesure où le blog est une seconde activité. On a nos jobs chacun de notre côté respectif. Et on a aussi donc du coup Anaë qui est avec nous. Donc, ce qu'on a plutôt fait, c'est sur notamment les destinations françaises, relayer, refait un peu de la com sur les destinations qu'on a pu parcourir. Voilà, on a plusieurs articles sur la France. On en a, je crois, quasiment une trentaine. Voilà, donc on va les remettre un peu en avant, mais on n'a pas forcément de création d'articles tout frais pour, on va dire, l'occasion. Voilà, certains blogueurs ont créé des articles en lien avec l'actualité, avec ce qu'on peut faire ou pas sur les 100, dans la zone des 100 km. Nous, on n'a pas forcément pris cette partie-là. On va remettre vraiment en avant les articles qu'on a créés. On a quelques articles qu'on continue à rédiger sur l'organisation d'un voyage avec bébé, sur un voyage à Varsovie. Donc voilà, des choses qui sont pas forcément en lien avec l'actualité. Après, on a travaillé aussi, même si ça se voit pas, sur des tâches d'amélioration du référencement du blog, parce que là aussi, ça prend du temps. Revoir les articles, revoir le positionnement et améliorer le référencement en ajoutant du contenu et d'optimiser. Donc, on essaye aussi de travailler en continu sur cette activité. D'accord. Eric? Nous, dans un premier temps, on a déjà essayé de voir tout le côté administratif de chômage partiel pour les employés, les prêts garantis de l'État, tous les côtés administratifs pour essayer de faire face à la crise et pouvoir continuer sereinement pendant encore quelques temps, et parce qu'on sait très bien que l'activité va pas reprendre tout de suite. Donc on a essayé d'abord de se focaliser sur ça, disons les deux premières semaines, et ensuite on a essayé de réfléchir un petit peu sur comment créer de la valeur pour le tourisme post-confinement. Parce que nous, on est très focalisé sur les city trips, et je pense que les city trips, c'est pas demain que ça va reprendre. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour orienter nos contenus et apporter plus de valeur sur le tourisme plus local et sur du tourisme moins urbain et plus rural. Donc on a essayé quand même de continuer le même rythme de contenu. Donc on publie environ 200 articles par mois, et on a juste réfléchi à d'autres thématiques et d'autres lignes éditoriales pour notre contenu, et aujourd'hui, voilà, donc on commence à publier les premiers articles qui sortent en ce moment, beaucoup sur la France.
et sur le tourisme plus local du coup. D'accord, je vais revenir un peu sur le contenu de vos articles un peu plus tôt dans la troisième partie, où on parlera du futur du tourisme, comment vous envisagez les choses. Je dis ça aussi notamment pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Et en fait, je comprends qu'avec ce confinement, vous avez tous en fait revu en profondeur déjà tout ce que vous aviez écrit comme contenu, réalisé comme projet, etc. Donc ça, c'est vraiment intéressant de savoir aussi. C'est vrai que je pense que tous les blogueurs de voyage ou les entreprises du tourisme ne manquent pas d'idées et de projets, mais c'est quelque chose pour, voilà. Le confinement, c'est aussi se reconcentrer sur ce qu'on a déjà fait et encore l'améliorer. Donc ça, c'est vraiment super de le savoir. Après, j'étais aussi très curieuse de savoir par rapport aux réseaux sociaux, est-ce que vous vous intéressez à Pinterest ou à TikTok, qui en fait fait un boom en ce moment? Pour l'instant, j'ai pas encore beaucoup vu de blogueurs de voyage qui s'intéressaient à ce nouveau réseau social, pardon. Mais à vous de me dire le contraire. Je pense que ça peut intéresser ceux qui nous regardent. Bon, nous, on est des billes en réseaux sociaux. Non, c'est pareil. Non, on peut quand même parler de Pinterest. Oui, c'est vrai. Non, mais on s'est toujours plus intéressé au référencement de réseaux sociaux. Alors, on a des comptes Instagram et Facebook. Mais c'est vrai que Pinterest, je m'y suis mis parce qu'il y avait un côté plus aussi un peu référencement quand même, qui était intéressant par rapport au comportement de l'utilisateur dans la recherche. TikTok, je crois qu'on est trop vieux, je sais pas. Non, c'est pas vrai. Non, mais c'était un de plus et c'est vrai que du coup, non, on s'y est jamais mis. Après, on garde toujours cette même logique. On a quelque chose qui nous dérange énormément avec les réseaux sociaux, qui fait qu'en fait, on n'est pas maître des règles du jeu. Et donc, on essaye vraiment maintenant, avec les années, de se focaliser de moins en moins sur ces choses qu'on contrôle pas et qui peuvent changer comme ça du jour au lendemain. Et vraiment se focaliser sur des choses comme, même si le référencement, effectivement, ça change, ça évolue, mais c'est quand même un peu plus stable, mais sur des choses comme les newsletters et des choses qui restent entre nos mains et dans notre contrôle pour justement éviter de perdre notre temps. D'accord, c'est intéressant comme point de vue. Ça prend du temps. Ouais, bah c'est un peu la même chose pour nous, TikTok. Même si on paraît pas très vieux, monsieur a plus de 40 ans et moi 30 ans, plus de 30 ans. Donc non, c'est pas trop non plus de notre génération. Et Pinterest, moi j'ai commencé, mais j'avoue que entre le blog, Facebook, Instagram, je sais que Pinterest, voilà, il y a un intérêt pour le trafic du blog, pour le référencement, mais pour le moment, on préfère travailler sur le référencement Google Sachant que effectivement sur Instagram, les réseaux sociaux tels que Instagram, c'est plutôt Amandine qui les anime, ça lui prend beaucoup de temps en fait. Et on regarde du trafic qui est apporté par les réseaux sociaux et comparé au référencement naturel, c'est vrai que c'est peu. Pour vous donner un ordre d'idée, nous sur notre blog, en fait, le trafic qui arrive sur notre blog via les moteurs de recherche, c'est à peu près 90%. Et après, les réseaux sociaux, c'est entre 5 et 10%. Ouais, mais Pinterest, apparemment, peut aussi ramener pas mal de trafic. J'avoue que pour le moment, ça nous convient comme ça. Et voilà, si là, en septembre, moi, je passe en mi-temps. Donc, l'idée, c'était d'avoir un peu plus de temps pour Anaë et pour travailler sur le blog. Même si du coup tous les revenus liés au blog sont stoppés, je vais quand même maintenir, et puis peut-être que dès septembre je me mettrai sur Pinterest, mais compliqué de se dédoubler, autant rester sur le blog et Instagram pour nous. Nous, pour TikTok, on n'a pas investi dessus non plus pour des raisons, je pense, de moyens surtout, parce que faire de la vidéo, surtout dans le voyage, ça demande énormément de ressources, que ce soit en termes d'images, il faut bien aller shooter les images, et en termes de prix, tout simplement, ceux qui font de la vidéo voyage, que ce soit n'importe quel acteur, ça a un coût qui est assez élevé, donc on veut pas s'y mettre dessus. Par contre, Pinterest, c'est notre premier réseau social. On a nos pins sont vus plus d'1 million de fois par mois.
Ouais. Et sur le site, c'est notre première source de trafic devant Facebook, devant Twitter, devant n'importe quel autre réseau social, de loin, de très loin. Je sais pas les chiffres, je peux pas je les connais pas, mais nous, pareil, en termes de trafic, on est à 85-90% SEO. Donc les réseaux sociaux, c'est assez marginal, mais par contre Pinterest, c'est une très grosse source de trafic quand même. Super intéressant votre feedback. J'avoue que je m'attendais pas à ça. Et en plus, je crois qu'Eric t'a dit le mot de la fin. C'est énorme en fait le pouvoir de Pinterest. Je crois que ça a d'ailleurs bien intéressé nos participants, Kautare, Alice, voilà, qui sont Alexandra, qui sont aussi d'accord que Pinterest a un vrai rôle à jouer en fait sur tout ce qui est blog et entreprise. Une autre question toujours Par sur contre, comment j'aimerais juste vous ajouter avez... quelque chose. Si je... Ah oui, dis-moi, pas de souci. Je disais, en fait, on a aussi quand même remarqué que Pinterest, certes, c'est aussi, comme Eric, une source de trafic de peut-être probablement 5%, mais quand même qu'on remarque que le temps de visite et la qualité du trafic, elle est quand même nettement plus basse que ce qu'on voit avec Google en général. J'ajoute peut-être justement, nous on a un modèle d'affaires qui est plus basé sur l'affiliation que sur des partenariats comme ça, et en fait du coup on traque nos conversions, et on se rend quand même compte que que les visiteurs qui viennent de Pinterest, ils convertissent quand même beaucoup moins que ceux qui viennent de Google. Donc après, c'est du trafic, c'est des chiffres, mais vu qu'on n'a pas de publicité en display sur notre site, nous, le trafic, on va dire comme ça, il nous apporte pas énorme, mais ça rajoute des chiffres, mais vu qu'on vend ni nos chiffres, ni de la pub en display, ça nous apporte pas énorme, donc c'est pour ça qu'on se focalise pas non plus trop là-dessus, mais c'est clair qu'en termes de trafic, c'est intéressant. Voilà, en fait, en termes de trafic, c'est intéressant, mais pour convertir, ça l'est un peu moins, si je résume. D'accord, donc du coup, merci beaucoup pour votre participation active quant à cette question. Si ceux qui nous regardent ont d'autres questions sur Pinterest ou d'autres réseaux sociaux qu'on n'aurait pas encore abordés, n'hésitez pas parce que du coup, vous voyez que nos invités se feront un plaisir de vous répondre et de vous en dire plus sur leur expérience. Une autre question que j'avais, toujours dans la bulle blogueur, entreprise du tourisme, je sais qu'en général, vous êtes tous assez proches, vous connaissez. Est-ce que vous avez pu vous entraider avec toute cette situation? J'ai vu notamment que pas mal d'articles avaient été écrits avec plusieurs blogueurs et j'ai trouvé l'idée super, notamment pour la France où en fait on a pu remarquer que chacun a rajouté son grain de sel quant à une région, celle où il vivait, et au final ça fait des articles avec beaucoup de contenu intéressant et même différentes manières d'écrire. Je trouvais ça sympa. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Nous, on a participé à plusieurs de ces articles collaboratifs. On n'en a pas publié sur notre site. Déjà, nous, on est sur la Suisse, donc on a plutôt profité de donner nos conseils sur la France sur des sites français, parce qu'on n'a pas la règle des 100 km, c'est un petit peu différent chez nous. Mais non, c'est très intéressant, il y a une bonne dynamique, je trouve. Le monde du blogging, c'est... alors, on se connaît pas tous, personnellement, mais il y a quand même des grandes affinités qui se sont créées aussi au fil soit des différents salons, des différents événements où on se rencontre. Il y a quand même pas mal d'échanges. Nous, après, c'est plus des amis aussi avec qui on s'est fait depuis des années maintenant, avec qui on a beaucoup profité de cette période pour échanger aussi sur les résultats des tests qu'on faisait, des petits choses techniques. J'ai aussi vu qu'il y a eu un groupe d'entraide qui s'est formé sur Facebook, donc celui-là, je vois qu'il est quand même très actif. Donc là, on essaye de participer parce que nous, on a aussi notre expérience à donner et si on peut aider quelques personnes, c'est sûr, on le fait volontiers. Donc sur Facebook, là, il y a eu un groupe d'entraide entre blogueurs qui s'est formé. Là, il y a eu beaucoup d'échanges, j'ai trouvé assez intéressant. Et puis sinon, les articles collaboratifs, je dirais qu'il y en avait déjà avant, mais le confinement fait qu'il y en a beaucoup plus parce que probablement aussi, les gens ont plus le temps de faire ces choses-là. Avant, on
était tous en voyage, on a tous nos contenus à créer. Tandis que là, maintenant, il y a plus cette dynamique aussi qui dit, OK, on s'entraide pour faire des choses comme ça. Et puis, c'est sûr, c'est une bonne chose, quoi. De notre côté, alors c'est ce que je dis, on n'a pas forcément créé en effet d'articles spécifiques au contexte. Par contre, on va participer à 2 articles collaboratifs là qui sont en train d'être faits par pareil des copains blogueurs. Donc voilà, ça prend pas mal de temps. Nous, on fait quelques articles avec notre communauté qu'on appelle Regard Croisé. Donc, ça prend beaucoup, beaucoup de temps de faire un article collaboratif. Donc, on participe à quelques articles, mais on s'y engage pas, nous. Mais oui, il y a entre, pareil, hein, on a des affinités en fonction aussi de la façon de voyager, les valeurs, les aspirations. Et c'est vrai que voilà, on prend des nouvelles, on voit comment vont les copains et voilà, on essaye de se soutenir moralement et enfin parfois certains réfléchissent même, je pense que ça peut être abordé plus tard, mais à de possibles reconversions malheureusement. Voilà, est-ce qu'on doit rester ou pas dans le milieu du tourisme ou de façon différente? Est-ce que faut prendre un virage lifestyle ou pas? Enfin voilà, des interrogations un peu sur le positionnement des blogueurs et du tourisme actuellement. D'accord. Merci beaucoup pour ta participation, Amandine. Eric, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter là-dessus? Ouais, bah nous on essaye régulièrement de faire des coopérations avec le monde du tourisme. Alors c'est pas forcément toujours facile. Tout le monde tire un peu la couverture de son côté, mais je sais que sur les influenceurs, on a mis en place une promotion des influenceurs voyage. Donc toutes les semaines sur nos réseaux sociaux, on présente des influenceurs voyage. Donc s'il y en a s'il y a des influenceurs qui nous écoutent, ils peuvent nous contacter, on les présentera sur nos réseaux sociaux. Je crois que c'est 2 fois par semaine même. Donc on a mis ça en place. Et justement, nous, on a toujours eu ce côté où on aime bien parler à tout le monde. Donc régulièrement, on va voir des entreprises soit concurrentes, soit des influenceurs. Enfin, on essaye d'aller voir le plus possible d'acteurs dans notre domaine. Et je trouve que depuis le confinement, c'est encore plus urgent de faire ça, parce que déjà comme Amandine et Benoît l'ont dit, il y a des possibilités que certains soient dans une situation difficile, donc il faut s'entraider, que ce soit sur des projets, sur tous les sujets. Je pense qu'il y a plein de place pour s'entraider entre acteurs du tourisme. Et donc on arrive beaucoup mieux depuis le confinement à avoir des réponses. Déjà parce que tout le monde est chez soi, tout le monde n'a pas personne n'a d'excuses pour ne pas répondre au téléphone. Donc non, on arrive bien. On a eu beaucoup de contacts et je dois dire que depuis le confinement, on a bien grandi notre réseau et ça fait plaisir pour le coup. Ah super. C'est vrai que j'observe ça aussi à mon échelle. Je suis contente de voir que on peut tous échanger. On est au final au même niveau tous, que ce soit entreprise, blogueur. Voilà, on veut tous s'en sortir, s'aider. Et ça, c'est vraiment sympa de voir toute cette entraide. On a quelques questions depuis le chat. Alors, on nous demande comment faire grossir et engager sa communauté si je souhaite me lancer demain. Je crois que c'est Thibaut, si je me souviens bien. Est-ce qu'il y en a un qui aimerait répondre en particulier? Comment faire grossir et engager ma communauté si je me souhaite me lancer demain? Oula. Je pense qu'il n'y a pas de formule magique. Sinon, cette question est je pense, assez longue à répondre. Peut-être on verra ça à la fin, comme ça vous laisse le temps aussi de réfléchir à une réponse. Et puis comme ça, on va pouvoir passer à la troisième partie et on reverra ensuite les questions. La troisième partie, c'était celle qui aussi, je pense, vous intéresse un peu plus.
sur l'après Covid, l'après confinement. Je vous ai entendu que vous parliez pas mal de faire du contenu et des articles sur vos pays, sur la Suisse, sur la France. Eric, est-ce que je t'ai pas beaucoup entendu à ce sujet. Est-ce que au final vous concentrez plus vos sites sur la France ou vous continuez à écrire sur le monde entier? Nous, on écrit sur le monde entier normalement. Par contre, depuis la crise du Covid, on a décidé de se recentrer exclusivement sur la France les 3 ou 4 prochains mois au moins. D'accord. Par ailleurs, on a commencé à en parler un peu tous. Je pense que c'était inconscient, mais ça reste très présent. Je me disais que avoir un travail à côté, pour vous, ce serait peut-être une nouvelle, un nouveau projet. Finalement, Fabienne et Benoît, vous étiez très actifs sur le tourisme. Est-ce que, ça c'était une question de Jérémy Collado, est-ce que vous allez répartir un peu plus les risques ou vous concentrer encore plus sur l'affiliation pour compenser quand les périodes du tourisme ne sont pas à la hauteur attendue? Je pense que nous, c'est quelque chose qu'on a quand même déjà pas mal fait naturellement, dans le sens où on a le blog voyage qui est notre activité principale, mais après on a aussi l'écriture de livres, donc on a les 3 livres qui sont sortis, et on a aussi une boîte de développement web où on fait du conseil aussi en SEO, et Benoît il s'est spécialisé en optimisation de vitesse de chargement de site. Donc là, par exemple, on a vu là avec le Covid, le tourisme, ça a pris un plongeon énorme, donc nous, notre activité, tout comme nos revenus, ont pris un plongeon du côté tourisme. Par contre, on a eu la chance quand même d'avoir, en fait, la contrebalance de ça. Les gens étaient plus chez eux, ils se sont plus occupés de leur site. Du coup, ils ont aussi plus fait appel à nous, en fait, à Nouveaux Médias, qui est notre boîte de développement web, pour en fait de l'optimisation. Donc, en fait, je pense que la diversification, c'est très juste comme mot, je pense, parce que c'est quelque chose qui est très important, parce qu'en fait, on peut difficilement prédire. C'est comme un modèle qui est basé que sur les réseaux sociaux. On ne sait pas ce qui peut arriver demain. Les réseaux sociaux peuvent changer d'algorithme. Un modèle basé que sur l'affiliation, c'est dangereux aussi, parce qu'on sait jamais, Google peut changer sa politique et tout d'un coup se mettre à pénaliser l'affiliation, on n'en sait rien. Donc je pense que la diversification, ce sera de toute façon la clé pour être entrepreneur dans le tourisme ou juste dans le digital, quoi. Mais, Ah ouais, non, pas beaucoup de choses à rajouter, c'est vrai, il faut se diversifier. Mais après, je dirais, en ce qui nous concerne, je trouve aussi, enfin, faire ce qui nous plaît. Donc, moi, non, on a toujours mis aussi beaucoup d'importance sur la passion, travailler sur des projets qui nous motive. Et puis ça aussi, finalement, c'est une opportunité pour nous que je vois, en tout cas, de peut-être passer plus de temps sur des projets qu'on n'avait pas eu le temps de faire, mais qui aussi qui nous drive et puis qui nous motivent. Et voilà, quoi. Donc, si on se diversifie, qu'on travaille sur des projets qui nous motivent, je pense que c'est un peu la clé, quoi. Amandine et Benoît, vous voyez, vous qui travaillez aussi à l'extérieur, comment ça se passe pour vous? Est-ce qu'au final, c'est un avantage? Oui, c'est un avantage parce que du coup, c'est vrai les revenus du blog, on n'est pas, on n'est pas dépendant. On n'est pas dépendant de l'activité du blog, donc c'est un plus. C'est un équilibre qu'on a aussi. Voilà, on a toujours voulu garder nos métiers. Benoît, il est pareil, chef de projet dans l'informatique, donc ça aide grandement pour le référencement. Moi, je suis juriste, chef de projet dans le médico-social. Donc pareil, c'est des métiers qui nous plaisent toujours. Et c'est vrai que notre équilibre, c'était de garder nos métiers et donc du coup aussi de tenir ce blog et donc de se professionnaliser, mais pas de se reposer uniquement sur les revenus du blog. Donc c'est vrai que là, dans la conjoncture, nous on est plutôt sécurisés et le contexte nous conforte dans l'idée que l'équilibre qu'on a est le mieux, notamment depuis l'arrivée d'Anaé. Après, c'est vrai que moi, on avait fait le choix aussi que je prenne du coup un mi-temps, donc pour avoir un peu plus de temps pour Anaé et pour le blog. Bon, là, les revenus liés, pareil, au blog sont à 0. Donc, mais
mais c'est sûr qu'on est beaucoup moins dans la galère que certains blogueurs qui sont ou office du tourisme ou agences qui sont vraiment en grande difficulté. Eric, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur Génération Voyage et comment vous compensez les pertes, entre guillemets, de cette période? Nous, il n'y a pas de diversification envisagée. Moi, je pense pas que c'est soit la fin du tourisme. J'entends beaucoup de choses, des gens qui disent que Venise va couler, que Barcelone, il y aura plus jamais un touriste. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Je pense que c'est vrai, pendant quelques mois, les gens vont être prudents, ils vont faire un tourisme plus de proximité où ils vont redécouvrir leur région, leur pays, et je pense que c'est génial. Par contre, je pense que la nature de l'être humain, c'est d'être curieux, d'être un peu explorateur, de vouloir aller voir ce qui se passe ailleurs, et ça changera pas. Et même si ça prend 1 ou 2 ans à revenir, je pense que malheureusement quelque part le tourisme de masse reprendra. Nous, on n'est pas fan du tourisme de masse, le séjour en club, tout ça, c'est pas notre fonds de commerce, on va dire. Mais ça reprendra dans tous les cas. Je pense qu'il y a pas on peut pas faire autrement. Et le tourisme aussi. Donc notre question à nous, c'est pas est-ce que ça va reprendre, est-ce qu'il va y avoir un avant, un après. La question, c'est de savoir quand, dans quelle mesure ça va reprendre, et surtout quels vont être les nouveaux codes, s'il y en a, du tourisme dans les prochains mois. Je laisse nos deux couples répondre à sa question, du coup. Bon, tu parlais pour les nouveaux codes dans le futur après Covid. Moi, je suis évidemment pas sûr que les façons de voyager vont changer, même si personnellement, j'espère que les façons de voyager vont beaucoup changer. J'espère vraiment qu'on va se tourner vers un mode de voyage plus responsable, plus lent, plus de proximité, avec des gens qui réfléchissent plus quand ils voyagent. Et parce que simplement, d'un point de vue écologique, on n'a pas le choix maintenant. Et j'espère que ça va changer. Mais après, effectivement, comme le dit Eric, je suis pas du tout sûr. Mais après, nous, en tant que blogueurs, personnellement, c'est notre responsabilité en quelque sorte, ou aussi notre conviction d'essayer de partager sur ces thématiques et de faire en sorte que les choses elles bougent plus dans cette direction du tourisme plus responsable, plus lent, plus de proximité, avec plus de sens simplement, et puis qu'on arrête un petit peu de voyager tous les week-ends dans une ville différente, qu'on arrête de simplement partir s'évader comme ça vite, rapidement, de se téléporter à un autre endroit, et qu'on change un petit peu notre éthique du voyage en quelque sorte, et notre éthique du tourisme, et puis qu'on redécouvre une autre façon de voyager. Et ça, j'espère vraiment qu'on va réussir à le faire. Le message est passé, merci Benoît. Est-ce qu'Amandine et Benoît, vous aimeriez rajouter quelque chose? Quel est votre ressenti là-dessus, les nouvelles manières de voyager? Alors moi, je me dis peut y avoir vraiment l'extrême, mais dans les deux sens. Vraiment des personnes qui vont être confinées avec un arrêt du voyage, et qui du coup, dès que les frontières seront ouvertes, si les prix des billets vont être plus attractifs, je pense que les gens une partie de la population va partir et va prendre le premier vol. Après, je me dis aussi en effet que peut-être que pour les personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de voyager proche de chez eux, c'est vrai qu'on a tendance à aller voir un peu ce qui se fait ailleurs en Europe ou un peu plus loin chez nous. Là, je me dis peut-être qu'avec la restriction des déplacements, et comme on est contraint à découvrir là pour le moment notre département, peut-être que ça va donner envie aux personnes qui ne voyageaient même pas dans leur département de se dire tiens, il y a ce château-là, il y a ce parc-là, il y a cette rivière, il y a des choses à voir aussi dans notre département. Donc voilà, peut-être pour les personnes qui ont peut-être une conscience écologique ou qui se questionnent sur l'impact de la crise, peut-être que ça va leur donner envie de découvrir ce qui se fait de plus proche chez eux. Nous, c'est vrai qu'au départ, on avait, comme beaucoup de voyageurs, on avait tendance à partir plutôt loin, soit en Europe ou soit dans des voyages en Asie. Et c'est vrai qu'avec le blog et avec la promotion des destinations en France,
on a découvert plein de petits territoires des départements qui sont très peu méconnus, enfin très peu connus, méconnus du coup, et qui en fait sont hyper chouettes à visiter. Nous, on a fait pas mal de villes autour de Paris, voilà, Rouen, Angers, Chartres, et en fait, on s'est rendu compte que c'était super chouette de découvrir aussi ces villes aux alentours qu'on écartait un petit peu, même pour aller, on allait en Normandie, on s'arrêtait pas sur Rouen, et on s'est dit, mais vraiment, c'est bête, quoi, en fait, il y a plein de choses autour de nous qui peuvent être chouettes, et le sentiment d'évasion et de découverte, il peut se faire même à proximité. Donc, voilà, je me dis, il y aura peut-être malheureusement les deux effets, mais on espère que, voilà, peut-être que la période là de déconfinement avec la restriction va peut-être voilà, pousser les gens et voir peut-être aussi les acteurs du tourisme locaux à vraiment voilà, les promouvoir et à réinvestir ces lieux-là. D'accord, donc en fait, par rapport à votre témoignage, je comprends bien que on va faire face à une nouvelle manière de voyager, ou en tout cas on l'espère. Moins de tourisme de masse, plus sur nos régions, sur peut-être notre pays dans un premier temps. Par contre, voilà, il y a quelque chose qui est la tendance, c'est l'écotourisme, voyager plus vert, rencontrer l'humain, le local, qui au final, on aurait tendance peut-être à l'oublier, mais pour certains, c'est la manière de voyager aussi, rencontrer d'autres cultures. Et ça me permet de rebondir sur une question justement qu'on nous posait sur le slow travel. Est-ce que pour vous, il faut se concentrer sur ça dans les mois qui viennent? Je pense qu'il y a clairement, je pense qu'il y a clairement quelque chose à faire là-dessus. Après, sous slow, il y a toujours une notion, c'est quoi le slow? Mais après, c'est vrai que, après, tu parlais justement d'éco-travel et tout. Pour moi, c'est très bien, c'est un bon développement, mais c'est aussi un peu un double tranchant, parce que c'est vrai que maintenant, c'est devenu un argument marketing finalement. Alors, tout est éco. On a des écologes, des éco-restos, des éco. Et quand on voit des gens, par exemple, j'invente, mais quelqu'un qui me dit, ah oui, je vais faire un éco-séjour au Costa Rica, je pars 6 jours. Moi, personnellement, j'ai du mal. C'est pas parce qu'on va dans une écologe et qu'on fait 6 jours au Costa Rica en aller-retour. Pour moi, c'est pas voyager responsable et c'est pas voyager slow, même si là-bas, on prend un chauffeur local et puis qu'on dort en écologe. Là, ça devient un petit peu glissant comme terrain. Donc, je pense que justement, pour moi, le focus, il serait plutôt justement sur la découverte. Déjà, autour, je sais, c'est fait soi, mais le autour, ça peut être le 1 km, 100 km. Mais juste rayonner et en fait de prévoir des gros projets de voyage, parce qu'on va pas s'interdire des gros voyages, hein, c'est pas ça, mais vraiment éviter ces trucs de coup de cœur, dire il y a une promotion un week-end à New York, puis la semaine prochaine je vais aller à Shanghai faire du shopping, et puis c'est ça qui pour moi est problématique maintenant. Et tu parlais des relations, donc moi je trouve ça aussi finalement intéressant si tu dis rencontrer des cultures, mais alors par exemple partout proche de chez nous, on a différentes cultures qui sont. Et si effectivement le voyage c'est la rencontre, il n'y a pas besoin d'aller très loin pour ça. Après, comme Fabienne elle le disait, je dis pas qu'on va complètement s'interdire de voyager loin, mais il s'agit simplement de réfléchir à ce qu'on fait. Et il y a des choses qu'on ne doit plus faire. Et il faut simplement devenir un petit peu plus responsable de ce côté-là et arrêter de faire ces courts voyages à l'autre bout du monde. Essayer de bien réfléchir quand on fait on fait le voyage de sa vie en Nouvelle-Zélande, effectivement, et ben du coup il faut essayer de prévoir sur une plus longue durée, peut-être même de prendre un sabbatique pour ce genre de projet, et puis après de revoir ses projets de voyage peut-être un petit peu différemment, et ça je pense qu'on va pas y couper. Merci. On rejoint complètement, mais il y a aussi moi je vois le pendant, c'est aussi les offices du tourisme, les agences qui parfois proposent alors il y a soit des blog trips, soit des invitations de voyage sur des durées, mais moi je sais qu'on nous avait proposé la République dominicaine sur 4 ou 5 jours.
moi j'ai refusé quoi. Déjà trouver que c'est pas notre façon de voyager et de faire un aller-retour en avion pour 4 ou 5 jours de voyage. Voilà, je trouve qu'il y a aussi on va dire les touristes, les consommateurs, mais il y a aussi, je pense, les acteurs du tourisme qui peuvent aussi promouvoir pas une nouvelle façon de voyager, mais une façon de voyager qui soit un peu plus respectueux de l'environnement. On voit que le grand gagnant de la crise, c'était l'environnement. Donc c'est vrai que nous, c'est pas notre façon de voyager. On prend pas les bateaux, on fait pas des voyages très très courts, même si on a pu le projet de reprendre des voyages avec Anna et donc de faire plusieurs destinations. Mais c'est vrai qu'on fait attention aussi à où on met notre argent. Idéalement dans des hébergements qui sont faits par des locaux, pas des grands groupes, pas dans des grands resorts. Donc voilà, on essaye à notre échelle de réfléchir à notre impact et à comment on peut en effet mieux voyager. Et là, en effet, à l'heure actuelle, je pense que c'est idéalement voyager, rester en France et voyager proche de chez nous. Ouais. Et Eric, comment ça se passe du coup qu'est-ce que tu en penses avec le point de vue de ton entreprise, le slow travel moi, je suis à fond pour le slow travel parce que j'aime ça. Je trouve que c'est la meilleure façon de découvrir une culture, un pays. Mais c'est aussi un luxe, le slow travel. Enfin, je veux dire, je connais très peu de monde qui peut avoir le luxe de passer 3, 6 mois, 1 an dans un pays tout en continuant à travailler en télétravail. Alors peut-être que le développement du télétravail, ça va aider à faire du slow travel, je sais pas. Après, moi, je suis pas trop fan du fait de culpabiliser les gens sur le tourisme. C'est pas parce qu'on va une semaine à l'autre bout du monde que c'est pas bien et que si on y va 3 semaines, c'est mieux, parce qu'au final, le CO2, on le consomme dans tous les cas aller-retour. Moi, je pense que la seule façon de faire de l'éco-travel, c'est soit que les avions consomment moins, qu'on ait des avions électriques, que la technologie soit meilleure, ou alors que les prix augmentent. Moi, quand j'avais 20 ans, mon but, j'étais un peu bête peut-être, mais mon but, c'était d'aller dans le plus d'endroits possible en Europe, de faire le tour des capitales. Et pourquoi je faisais ça? C'est parce qu'il y avait Ryanair, c'était le début de Ryanair, et on avait des vols à 15 euros. Tant qu'il y aura des vols à 15 euros, les gens voyageront. On peut pas dire aux gens non, ne voyagez pas et les faire culpabiliser par rapport à ça, alors qu'un vol était à 15 euros. Je pense que nos parents, ils avaient aussi envie de voyager, mais le vol, il coûtait 400 euros, 500 euros. Donc, ils le faisaient beaucoup moins sur des périodes plus longues. Donc, automatiquement, c'était plus responsable. Mais je pense que on peut avoir une conscience et faire des choses, aller dans des écologes, aller dans des choses des hôtels qui sont plus locaux et qui profitent pas à des grands groupes. Tout ça, je pense que ça appartient à chacun d'avoir son opinion là-dessus. Mais après, je pense que c'est l'industrie qui doit évoluer, pas que les consommateurs non plus. Enfin, ça, c'est mon opinion. Après. D'accord. Vraiment très très intéressant vos interventions. Je pense que ceux qui nous regardent seront d'accord avec moi. Ça permet de réfléchir aussi à ce qui nous attend, mais aussi à notre mode de voyage à nous aussi, tout à chacun. J'aurais voulu savoir quelles étaient maintenant vos priorités au moment de voyager. Parce que j'ai pu lire que, par exemple, l'annulation ou le remboursement d'hôtels ou d'activités, etc., devenait un peu le critère numéro 1. Et puis ensuite viendrait le budget ou la personnalisation de la demande. Quel est votre critère pour voyager? Je suis désolée, mais on n'a pas entendu la fin de la question. Le son était pas bon, on n'a pas entendu. D'accord, pas de souci. Je disais, quels sont vos critères au moment de voyager? Est-ce que c'est l'annulation ou le remboursement rapide de vos activités, du logement, etc. Ou alors c'est le budget ou une demande bien particulière, la découverte de nouveaux endroits. On n'est pas sûr de bien t'avoir compris, mais là maintenant, en l'occurrence, comme effectivement.
Non, t'as pas entendu, mais c'est pas grave. Je disais, donc nous, bah, là, les critères pour maintenant pour voyager, enfin, ça va pas beaucoup changer par rapport à avant parce que on était déjà beaucoup fans de randonnée, que ce soit proche ou un peu plus loin. Donc là, par exemple, nous, nos projets de voyage à la fin du mois, ça va être d'aller faire une randonnée de 2 semaines en Suisse qui traverse plus ou moins la Suisse par les crêtes du Jura. Donc ça, c'est pour nous un voyage qui nous plaît et qui est tout à fait compatible avec la situation actuelle. Donc, c'est ça, c'est clair. Du coup, on part avec notre tente. Donc, niveau budget, c'est pas non plus trop élevé. Donc c'est randonnée, tente. On se fera sûrement des chouettes hébergements en route parce qu'on aime aussi se faire un petit peu plaisir. Mais ouais, donc c'est ça. Et vous, Amandine et Benoît, quels sont vos critères maintenant quand vous allez voyager? La première chose, voilà. Est-ce qu'il y a un lit bébé? Est-ce qu'il y a un lit bébé? Voilà, non, mais voilà, c'est plutôt, on fait attention un peu à la situation géographique. Et puis en effet savoir si le logement il est voilà adapté ou en tout cas si ça peut voilà s'il y a un lit bébé ou si on peut amener le nôtre. Plutôt aussi la destination si c'est adapté pour les bébés, faire des petites promenades, des petites randos et voilà après, on aime les choses assez variées en fait. Donc c'est vrai que on n'est pas des grands randonneurs, mais on aime beaucoup les city trips, le patrimoine, voilà tout ce qui est culturel, patrimoine, ça nous plaît beaucoup. Donc avec Anaë, on espère toujours continuer ça, d'aller dans des musées, d'aller visiter des choses, des églises, des cathédrales. Donc voilà, que ce soit la ville, nous ça nous plaît. Ça nous plaît pour le patrimoine et on continuera. Et puis pour le moment, là, à l'heure actuelle, on ira découvrir la forêt de Fontainebleau qu'on connaît un petit peu. Voilà, découvrir le département de Seine-et-Marne où on vit. Donc, voilà. Merci. Eric, est-ce que tu as quelque chose à ajouter là-dessus par rapport à la génération voyage? Est-ce que tu observes une autre demande des clients? On a eu beaucoup de plaintes de gens qui avaient pris des avions et qui ne se sont pas fait rembourser par leur compagnie aérienne et qui essaient de nous demander un petit peu comment faire. Je pense que le côté remboursement va être plus présent dans les prochains mois. Je pense que c'est évident, les gens vont être un peu plus frileux, donc ils vont vouloir être sûrs qu'en cas de pépin, ils peuvent être remboursés. Après, je pense que ça a toujours été un critère quand même important. Donc non, je vois pas quelque chose de changer fondamentalement là-dessus. Après, je peux me tromper, mais voilà, c'est juste pas plus que d'habitude, je pense. Très bien. Donc du coup, j'avais une autre question maintenant sur le digital. Est-ce que vous pensez que ça a pu jouer un rôle dans le confinement, qui mettent quand même en valeur le tourisme malgré tout? On a vu beaucoup de vidéos, d'échanges, partage interactif aussi des musées. Là, je rebondis sur ce que vous disiez, Amandine et Benoît. En fait, la culture a quand même essayé de rebondir. Je sais que chez Civitatis, on a essayé de mettre en place plusieurs jeux sous forme de rébus pour deviner les destinations. Voilà. Est-ce que ça vous plaît, tout ça, toutes ces nouvelles idées, ces nouveaux projets pour mettre en valeur le tourisme? Après, je pense que ce qui est intéressant avec le tourisme, c'est qu'en fait, peu importe l'endroit, c'est forcément exotique pour quelqu'un d'autre. Avant, quand Amandine, elle disait nous, on va aller visiter un peu Fontainebleau parce qu'on connaît bien. Moi, Fontainebleau, ça me parle comme de l'exotisme parce que c'est absolument pas du tout chez moi. Donc, en fait, les contenus numériques, même pendant une période comme maintenant, finalement, ça permet juste de continuer à véhiculer un message et à diffuser des images. Parce que pour moi, le sud de la France, ou bien l'Alsace, ou bien la Bretagne, ça sera toujours exotique par rapport à mes montagnes.
Tout comme en fait la vallée d'à côté, ça sera différent parce qu'il y aura un autre terroir, une autre tradition. Donc je pense que oui, et je pense que l'avoir rendu accessible de nombreux musées, il y a aussi des ballets ou des opéras qui ont continué à se jouer avec les acteurs ou bien les musiciens pour continuer à faire vivre un spectacle et payer les artistes aussi. Donc il y a eu tout ce mouvement de gens qui ne se faisaient pas rembourser leurs tickets et tout. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est hyper important et que dans une période de crise comme maintenant, c'est aussi du partage finalement. C'est le seul possible parce que on peut pas physiquement se retrouver, mais moi, je trouve ça plutôt chouette, quoi. Donc clairement, je trouve que c'est des bonnes initiatives. Super. Même avis, Ouais, c'est la même chose pour nous. Je trouve que ça met un peu l'eau à la bouche, quoi. Nous, c'est vrai qu'on aimait bien, on aime voilà tout ce qui est patrimoine culturel. Donc là, on va dire, ça nous contente de voir ce type de projet pour mettre en avant le patrimoine. Et je pense que peut-être que les gens qui n'ont pas l'habitude d'aller voir dans les musées, les sites patrimoniaux culturels vont peut-être avoir davantage l'envie d'y aller. Et en effet, on s'est rendu compte, nous, en voyageant en France et dans des zones un peu moins connues, qu'on peut vite se sentir dépaysé. Et puis, en France, il y a la gastronomie, il y a le patrimoine, il y a la nature. En fait, on a un super pays et c'est vrai que il y a plein de choses à faire et à découvrir. Donc, ça permet de dynamiser et puis de continuer à rendre attractif même si là, bon, pour nous, c'est vrai que on va pas forcément sauter tout de suite sur les musées à l'heure actuelle. On préfère attendre un petit peu que la situation se décante. Mais quand on sentira que voilà, ça se stabilise et qu'on pourra aller en sécurité dans un musée avec un bébé, surtout dans un musée ou dans un espace un peu plus clos, on ira volontiers, quoi. Moi, tout ce qui est produit virtuel dans le tourisme, j'adhère pas du tout. Je suis dans le tourisme, pas dans la vidéo ou la production de films. Enfin, je trouve que le tourisme, c'est quelque chose qui se voit avec les yeux, qui se vit, et que ça a pas du tout la même dimension quand on le regarde, peu importe ce que c'est. Moi, je trouve qu'on est déjà toute la journée sur les écrans, que ce soit téléphone, ordi. Voilà, donc si je peux pas bouger de chez moi, ou pas de mon village, je fais le tour de mon village, je vais voir le ruisseau qui est à côté, je vais courir, je vais dans la campagne, mais je vais jamais j'ai vu toutes ces initiatives et je pense que il y a des très beaux trucs, il y a sûrement des beaux opéras, des beaux ballets, ça c'est différent, c'est de la culture, donc c'est plutôt de la culture visuelle donc et musicale, donc ça peut se regarder. Et tout ce qui est inspiration, voyage, visiter telle destination, etc. Non, moi je peux pas substituer ça avec les vidéos. Après, D'accord. Il y a sûrement un public pour ça, mais j'en fais pas partie. D'accord. C'est ce qui rend aussi riche notre débat, l'interaction, l'échange. Je sais qu'on n'a pas tous les mêmes avis, et c'est aussi ça qui est intéressant. Je sais que au final, on va tous trouver plus tard notre manière de voyager, mais c'est vrai que je pensais que c'était important de mettre en valeur le fait que grâce au digital, à Internet, etc., on a pu quand même connaître d'autres destinations qu'on ne connaissait peut-être pas au départ. Et en fait, c'est ça aussi qui est assez marrant à souligner, c'est qu'au final, par Internet, par vos blogs, entreprises, sites web, etc., vous mettez en valeur des destinations, ce qu'il y a à faire sur place, et c'est ça aussi qui permet de vous faire connaître. Donc, je pense que c'est intéressant à souligner. On a une question sur laquelle j'aimerais rebondir. C'est comment vendre la sensation de sécurité à nos futurs clients post-Covid-19? Comment transmettre à nos lecteurs que X destination ou X produit est Covid-safe? Je peux peut-être commencer à répondre sur ça parce que j'ai partagé un lien. Nous, on a essayé de créer un outil avec toutes les sources officielles
pour justement dire tel pays est plus ou moins atteint et lui mettre une note par rapport à son nombre de cas et à la propagation du virus dans le pays, justement pour informer les gens sur le niveau de développement de l'épidémie dans ce pays-là. Après, je pense qu'on ne peut pas faire plus. Enfin, je veux dire, les gens, ils vont se faire leur opinion au fur et à mesure. Moi, je pense que le post-Covid, c'est long. Enfin, je veux dire, post-Covid, ça veut dire dans les 10 prochaines années. Moi, je pense que la mémoire du Covid irait pas au-delà que 6 mois, 1 an. Après, c'est mon opinion, mais je pense que les gens vont très vite oublier, même si là, on en a parlé pendant 2 mois, c'est omniprésent. Je pense qu'une fois que c'est fini, les gens, ils vont l'oublier très, très vite. Après, on verra, mais pas de conseils sur comment pour les produits. Les Suisses? Moi, je pense juste qu'il faut se méfier avec les chiffres par rapport à dire il y a tant de cas. Déjà, tous les pays n'ont pas les mêmes critères de test. Donc ça, c'est sûr que le nombre de cas, il varie énormément de pays à pays, mais c'est aussi parce que la manière de tester n'est pas la même. Moi, personnellement, en tant que consommatrice, je pense que pour une destination, qui va vraiment être vendeur maintenant, c'est aussi un peu des garanties de distance, mais de distance aussi, justement, de espace. Tu disais avant, Eric, je pense que tu as raison, le tourisme citadin, je pense que c'est celui qui va le plus en pâtir, que ce soit dans l'hôtellerie, parce que tout ce qui est les business, tout ce qui est les grands meetings, ça va pas produire tout de suite. Donc je pense que les destinations qui vont dans un premier temps mieux s'en sortir, ce sera celle de montagne, tourisme rural, et que l'urbain ça viendra après. Parce que c'est vrai que moi on aura du mal à me donner envie là d'aller faire la queue à la Tour Eiffel. Par contre aller marcher en Auvergne, là typiquement je serais déjà beaucoup plus enclin. Non mais et je pense que la carte à jouer maintenant, malheureusement, alors, je sais pas où est Lino et si c'est Paris intramuros tourisme ou si c'est l'Auvergne, mais disons que c'est vrai que je pense que les villes elles ont moins de potentiel dans les prochains mois, en tout cas d'avoir des atouts, je pense, pour attirer, en tout cas pour moi. Et moi, je rajouterais peut-être juste que j'ai l'impression quand même que cette maladie, effectivement, la principale chose qu'on peut faire pour l'éviter, c'est la distance. Et ça, c'est quelque chose qui dépend principalement de nous. Donc les personnes, elles peuvent faire plus attention elles-mêmes. Donc il faut responsabiliser les personnes d'abord. Les gens, ils peuvent se renseigner, comme sur le site qu'il a partagé, sur son site d'ailleurs, son outil qui est très bien. Mais après, c'est aux gens de faire attention, de prendre des distances, de se protéger. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'endroits qui sont très safe, où on peut rester très safe en faisant attention. Donc voilà, les gens, ils doivent se responsabiliser et faire attention. Et puis voilà. Après, je me dis peut-être que les destinations nature, mais aussi très connues, on voit beaucoup là les gorges du Verdon. Je me dis peut-être que tous les gens du coin vont vouloir aller dans ces coins très nature, mais qui vont être finalement bondés. Donc je pense qu'il y a en effet le tourisme rural. Et je me dis par exemple, je parlais tout à l'heure de musée ou d'église, peut-être qu'il y aura pas un chat dans une église, dans un musée, parce que soit les gens se disent non, c'est un espace clos, mais je me dis peut-être en effet d'éviter de surcharger les lieux là où il y a beaucoup de monde, le Mont Saint-Michel par exemple, les lieux très très connus en France où il y a déjà énormément de monde, on va dire en temps normal. Là, je me dis si les gens qui sont dans ces zones-là veulent découvrir aussi en ayant le sentiment d'être sécure. Enfin, c'est compliqué, quoi. Je me dis là, la carte à jouer aussi est du côté des petits territoires ruraux où la distanciation est peut-être plus facile. Et après, voilà, elle charge aussi aux acteurs de suivre un peu les consignes nationales et à nous, touristes, de les respecter également. Mais moi, je crains qu'il y ait aussi une surcharge des lieux très très connus au détriment peut-être de coins plus ruraux qui pourraient être un peu plus, les gagnants entre guillemets de la crise. Alors, du coup, ça fait 1 heure qu'on est en train d'échanger sur le futur du tourisme, etc. Je pense que maintenant, vous pouvez peut-être terminer petit à petit notre webinaire After Work sur quelle est votre philosophie du moment. Est-ce que vous privilégiez de connaître un peu les alentours, vous l'avez dit, approfondir ces voyages et ces découvertes en privilégiant aussi les histoires humaines, utiliser des moyens de transport peut-être moins polluants,
Est-ce que vous avez d'autres idées comme ça? Ah, il y a plein d'idées. Voyager, là, ça va dans le sens de voyager de manière plus responsable. Il y a plein d'idées. C'est pas qu'une question de prendre des transports moins polluants. C'est plus réfléchir où c'est qu'on dépense son argent, favoriser des guides indépendants, limiter les plateformes, enfin limiter les intermédiaires. Donc il y a toutes ces choses-là. Moi, je pense que les gens, ils doivent en avoir conscience de plus en plus. Donc je dirais que nous, peut-être notre rôle en tant que blogueur, c'est de pas de culpabiliser les gens, comme disait Eric justement, mais plutôt de les conscientiser, d'amener ces thématiques, de les développer et de faire en sorte que peut-être les gens ils aient plus conscience de tout ça et réfléchissent plus quand ils voyagent, et que je dirais que globalement comme ça les clients et les touristes vont faire un effort dans leur sens, mais d'un côté ça va aussi impacter les entreprises et les politiques qui vont aussi faire un effort dans l'autre sens, et peut-être que mis bout à bout tout ça ça va faire effet boule de neige, et moi j'y crois. Après, moi je pense aussi que maintenant on parle justement de la crise du Covid et tout, mais en fait le tourisme, la remise en question du tourisme, elle n'est pas que de la crise maintenant, hein. C'est pas le coronavirus qui est en train de changer tout l'ensemble du tourisme. Je pense que là c'est juste un moment où on prend un pas de recul et on se dit ah ouais, en fait là le marché est down, qu'est-ce qu'on fait? Mais en soi, c'est la réflexion, ça fait un moment déjà qu'elle est en jeu pour tout le monde, hein. Et je pense que, enfin, ça c'est notre point de vue depuis un moment, je pense que le voyage en indépendant a énormément de potentiel encore pour se développer. Et sous indépendant, en fait, j'entends juste de faire les choses en autonome et justement de gérer soi-même son choix de logement, de mode de transport, les activités aussi, en fait, de réserver soi-même ce qu'on va faire, de créer son programme au gré de la météo, des rencontres, des changements, et de pas forcément avoir tout figé dans le marbre. Je pense que la flexibilité, ça sera énormément valorisé dans le tourisme. Là, on l'a vu pour les annulations, typiquement aussi. Mais je crois que la flexibilité tout court, c'est quelque chose que le voyage en indépendant peut apporter. Et je pense que ça a quand même encore des beaux jours devant soi, quoi, le tourisme, bon, certaines formes. Eric, peut-être pour terminer, ta philosophie du moment pour au niveau personnel et pour Génération Voyage. Pour rebondir un peu sur ce que Fabienne et Benoît disaient, je pense que le tourisme aujourd'hui, il se remet un peu en question tout seul, mais ça date pas d'hier. Nous, le problème qu'on voit depuis longtemps, c'est surtout le surtourisme. Et c'est aussi pour ça que nous, on fait des city guides, parce que c'est là où vont les gens. Et du coup, ils recherchent beaucoup dans ces destinations-là. Et ils passent souvent à côté d'énormément de choses. Moi, j'habite à Athènes. À 1h30 d'Athènes, je peux trouver au moins 10 endroits où je pourrais facilement passer 2 semaines sans problème, où personne ne va. On peut faire du ski à 1h30 d'Athènes. Et ça, personne ne le sait. Enfin, et je pense que le problème, il vient aussi de l'information qu'ont les gens sur le tourisme. Souvent, quand ils organisent leurs vacances, ils font un peu comme tout le monde. Au final, ils disent bon, j'ai entendu un tel qui est allé à Barcelone, il m'a dit que c'était génial, je vais aller à Barcelone. Et au final, on réduit drastiquement le nombre de destinations et de possibilités parce que on n'a pas assez d'informations sur les possibilités. Et nous, ce qu'on essaie de faire sur Génération Voyage, et je pense que c'est un peu aussi le futur du tourisme, c'est de réaiguiller les gens sur d'autres destinations plutôt que de les aiguiller uniquement sur des destinations super touristiques, et d'aller chercher justement autour des destinations d'autres endroits qui sont aussi beaux, qui sont aussi bien, mais qui sont complètement sous-exploités d'un point de vue touristique, et essayer de plutôt disperser les gens plutôt que de les masser à un endroit où au final ça fait un peu usine. Et je pense que les gens de notre âge aiment pas trop cette sensation d'être un peu un mouton dans une foule, et donc je pense que ça va aller plutôt dans ce sens-là, et c'est vers là que nous, en tout cas, on va aller dans notre production de contenu et dans nos guides dans le futur. D'accord. Et au final, tu nous as pas annoncé votre nouveau projet. Oui, et donc du coup, en ce moment, on est en train de développer, donc on lance cette semaine un projet qui s'appelle Explore la France, donc un hashtag Explore la France et un site internet explorelafrance.fr, qui a juste pour but de regrouper les acteurs du tourisme.
Donc, si vous êtes un acteur du tourisme en France, n'hésitez pas à nous envoyer un message, on vous rajoutera au projet. Donc, c'est un projet à but non commercial, juste pour permettre aux gens, justement, d'avoir des outils, d'avoir un outil pour explorer la France et trouver des idées de destination. Surtout qu'en ce moment, on peut pas partir à moins de 100 km. Donc, on a mis une petite fonctionnalité 100 km pour trouver tout ce qu'il y a à faire on les a appelés les trésors cachés de la France et d'essayer de trouver les trésors qu'on a autour de nous en France. Super, Allez faire un tour. qui devrait avoir beaucoup de succès. En tout cas, merci beaucoup à tous les participants. Merci à vous, vous cinq. Au final, la conclusion de ce webinaire After Work, c'est qu'on va tous continuer de voyager, même si le tourisme est arrêté, on va certainement continuer à découvrir aux alentours de chez nous d'autres monuments, d'autres endroits qu'on ne connaissait pas vraiment. Au final, ce qui est important maintenant, c'est que tous, que ce soit blogueurs, entreprises, comme Génération Voyage ou Civitatis, puissent continuer à s'adapter comme elles le font déjà. Parce qu'on est comme nous, comme vous, on veut que ce soit flexible et surtout continuer à être, on continue à écouter vos préoccupations. C'est important pour nous de pouvoir dialoguer avec vous comme on le fait ce soir. Et on espère sincèrement que ça vous aura intéressé et beaucoup plu. Merci à tous, Amandine, Jérémy, Alice, Eric et Joël, à qui j'ai pu parler régulièrement et que je connais aussi grâce à ce confinement. N'hésitez pas à nous faire votre feedback par email à mon email que vous connaissez certainement presque tous ou celui d'affiliation @civitatis.com. Le webinaire a été enregistré, donc pareil, on mettra, je vous passerai le lien pour que vous puissiez aussi le diffuser si vous le souhaitez. Merci à tous.